Bienvenue belle âme dans ce nouvel épisode d'Harmonisons, qui est en fait un épisode bilan. Bilan de la première saison qui vient de se terminer. Si tu as des projets ambitieux et que tu as envie de vivre une vie riche de sens, et qu'à côté de ça, tu es hypersensible, tu as peut-être des troubles des fonctions exécutives, comme le TDAH, peut-être pas mal de traumas liés à ton enfance, ton adolescence, ta vie adulte. Peut-être que tu as une manière de penser qui est différente, une manière de fonctionner qui est différente. HPI, HPE, TSA, ou tout autre label dans lequel toi tu te reconnais, qui décrit une partie ou une bonne partie de la réalité que tu expérimentes. Et je sais, pour être moi-même concernée par certains de ces labels-là, je sais que ça peut être parfois difficile de développer des projets, de trouver la discipline, la motivation ou simplement la confiance pour pouvoir se lancer et avancer. Donc, pour moi, c'était important que je puisse te partager par rapport au podcast Harmonisons, à chaque fin de saison, ce que j'ai appris, autant sur le plan du mindset, de l'état d'esprit, que sur le plan technique. En fait, je vais simplement te partager et partager publiquement la méthode de bilan que j'utilise pour suivre l'avancée de mes projets. Et du coup, ce bilan, il se découpe en deux grandes parties. La première partie, c'est tout ce qui a été bien. Et la deuxième partie, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'amélioration. Et dans cette partie-là, je réduis et priorise vraiment, car je respecte une règle importante dans la relation à soi-même, qui est que pour 5 compliments, une seule critique. Et ça, c'est quelque chose qui vaut dans tes relations interpersonnelles, que ce soit au travail, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des partenaires de projet, que ce soit même dans ton couple. Mais ça vaut aussi avec toi-même. Parce qu'on a cette sale habitude d'observer tous les défauts, de regarder tout ce qui ne va pas, de voir à quel point on n'est pas assez, à quel point on ne fait pas assez. Et ça détruit notre estime de nous-mêmes. Donc c'est important de voir ce qui ne va pas. Je ne dis pas qu'il faut faire l'autruche et penser qu'on est parfait sous tout rapport, et ça n'a aucun sens puisque dans le monde matériel, rien n'est parfait, ça n'existe pas. Par contre, la progression, oui. L'amélioration, oui. Mais on va doser. On va doser pour que ce soit constructif. Le but, c'est pas de s'enterrer soi-même sous une charge mentale, émotionnelle, de frustration et d'insatisfaction. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ici, dans ce podcast et dans tout le travail que je te propose en lien avec Harmonisons, c'est vraiment de cultiver un succès durable, authentique, avec un sentiment de sécurité intérieure et un équilibre relationnel avec l'autre, mais aussi avec soi-même. Alors déjà, pour commencer, je peux te décrire à quoi ça ressemble sur le papier, la manière dont je m'organise pour réaliser mon bilan. Je prends deux feuilles. Une feuille pour noter ce qui est super, une feuille pour noter ce qui peut être amélioré. Et sur chaque feuille, je vais faire une double colonne avec d'un côté ce qui concerne le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, et de l'autre côté, la technique. Et je distingue ces deux parties parce que on a tendance à confondre tout ce qui touche au mindset et à la technique. Et c'est très important, et je l'ai vu dans mon métier d'accompagnante. On croit que le problème est technique, alors qu'en réalité, c'est une question de mindset. Notre état d'esprit conditionne notre comportement. Donc, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas les bons outils, la bonne manière de procéder. C'est peut-être qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit. Du coup, qu'est-ce qui s'est bien passé pour moi? Qu'est-ce qui était super pour moi dans la saison 1 d'Harmonisons en termes d'état d'esprit?
Je l'ai pas mis sur ma liste, mais en fait, déjà, juste le fait d'avoir commencé, quoi. D'avoir lancé ce projet et d'avoir tenu bon toute la première saison, de m'être engagée à le faire et de l'avoir réalisé jusqu'au bout, d'avoir fait 12 épisodes. Au début, je m'étais dit, j'en ferais peut-être 10. Puis plus tard m'est venu le 12, ou je sais plus dans quelle ordre c'est arrivé, mais bref, 10-12, c'était mon objectif et l'objectif a été atteint. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je peux célébrer très fort. Et j'en suis particulièrement fière parce que ça fait des années que j'ai envie de poster des choses sur YouTube et aussi en podcast. Donc j'ai fait un pont entre les deux à travers ce format qui est à la fois audio et vidéo. Pour ceux qui préfèrent voir les vidéos sont sur YouTube, et pour ceux qui préfèrent écouter l'audio est sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Donc il faut savoir que je pars pas de zéro en termes de création de contenu quand même. Si toi, tu commences de tout zéro, peut-être que tu vas rencontrer des challenges que moi, je ne vais pas forcément rencontrer parce que je les aurais déjà eus à travers, notamment juste le fait d'accepter d'être vu publiquement quand il s'agit de l'image ou de, voilà, de faire porter ma voix. Je crée du contenu depuis 2018, je crois, ou 2017. Et c'est sur Instagram essentiellement que j'ai communiqué jusqu'à présent. Et il y a eu des périodes, des années où j'étais plus active, des périodes où je l'étais moins. Mais voilà, j'ai déjà eu l'habitude de créer du contenu. Et dans mon tout premier compte Instagram, je faisais aussi des vidéos qui duraient environ 10 minutes. Donc il ne s'agit pas de vidéos qui sont poussées en termes de montage, voire il n'y a pas de montage. Euh, je reviendrai sur ce point technique parce que j'ai évolué par rapport à ça aujourd'hui. Mais en fait, moi, la première chose que j'avais besoin d'apprivoiser quand j'ai commencé à créer du contenu, ça a été vraiment le fait de me sentir à l'aise de me montrer et de parler publiquement. Et mon compagnon qui a été témoin de mes débuts sur Instagram, et j'avais complètement oublié, mais il m'a rappelé qu'à cette époque-là, j'étais en panique après avoir publié. Genre vraiment, c'était quelque chose qui me faisait très peur. J'avais vraiment beaucoup de traumas affectifs et c'était du coup beaucoup de peur d'être jugée et je dirais même plus très sincèrement la peur d'être agressée. Et ça, c'était juste du stress post-traumatique, en fait, hein. C'était des réminiscences de certaines expériences que j'ai vécues dans mon enfance, etc. Et liées au fait de faire des erreurs ou de prendre ma place, ou de faire valoir ma parole, etc. Donc je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui ont déjà vécu des choses de cet ordre-là. Du coup, je vous envoie plein de force, je vous envoie plein de soutien et de compréhension parce que je sais que c'est difficile à vivre pour l'estime de soi quand on a envie de faire des choses, quand on a envie de se montrer, quand on a envie de prendre notre place, qu'on a envie de contribuer en étant aligné et qu'en fait on rencontre des limitations internes, en fait, des limitations émotionnelles, psychologiques. C'est d'ailleurs pour ça que je te partage ce bilan-là, c'est pour te dire que c'est possible de progresser, d'avancer et te défaire petit à petit de ces vieilles croyances qui te font croire que c'est pas possible ou que c'est pas dans ton intérêt que de te réaliser. Moi, je suis là pour te dire que c'est dans ton intérêt. Bien sûr que c'est dans ton intérêt de te réaliser. Par contre, ce sera pas facile. Et par contre, il y aura du travail aussi de déconstruction à faire pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir être la personne que tu sais qui est la vraie toi, au fond de toi, l'élan de vie en toi. Donc voilà, moi j'ai cette historique en termes de création de contenu, donc j'ai pas eu à dealer avec ce type de problématique en termes de mindset aujourd'hui, avec le lancement du podcast et des vidéos. Par contre, l'endroit où je suis très fière de moi, c'est au niveau de l'équilibre entre plaisir et contribution. D'un côté, le format podcast venait répondre à une demande de ma part pour moi-même et une demande qui est de la part de mon audience qui suit mes contenus et qui sont des personnes qui sont susceptibles de travailler avec moi après pour aller plus loin dans des espaces transformationnels comme la thérapie ou les formations. Et en fait, cette demande, c'est donner pas mal de clés, se préparer à faire le travail de fond. Et ça peut aussi simplement enlever des branches sur le chemin de ton cheminement. Donc, ces formats-là sont là pour ça. C'est pour te permettre d'aller plus loin dans la réflexion de, de certains sujets. Et du coup, moi, ça m'a demandé de travailler
sur mes compétences en termes de communication. Ce dont je suis fière, c'est que entre le premier et le 5e épisode de cette saison de 12 épisodes, j'ai vraiment charbonné pour apprendre à mieux me structurer, à mieux préparer mon contenu pour pouvoir le distribuer sur ce format-là, qui est un nouveau format pour moi. J'ai aussi fait des tests par rapport à comment susciter l'intérêt, maintenir l'intérêt. J'ai encore beaucoup de progrès à faire sur ça, mais c'est nouveau pour moi de préparer ma communication dans ce but-là. Habituellement, quand je partage sur des longues durées, comme 30 minutes à 1 heure, je suis déjà dans le cadre d'une formation ou d'un accompagnement avec quelqu'un. Cette personne est déjà motivée, elle sait déjà pourquoi on est là, on a un objectif commun. Et en fait, c'est pas du tout pareil que une vidéo ou un épisode de podcast comme ça qui arrive entre les mains de qui veut. Et du coup, bah, c'est un autre exercice que de garder l'intérêt, de susciter l'intérêt, d'essayer de communiquer quels vont être les bénéfices d'écouter cet épisode. Pourquoi est-ce que tu devrais me donner de ton temps et qu'est-ce que tu vas recevoir si tu fais l'effort de m'écouter jusqu'au bout de l'épisode. Et donc ça, susciter l'intérêt, c'est nouveau pour moi. Et je suis assez fière d'avoir osé mettre en place des choses à ce niveau-là et de commencer à avoir quelques petites marques à ce niveau-là. Aussi, au niveau de mon énergie, ça a été l'occasion de travailler sur comment est-ce que moi, je suis à l'aise ou pas dans les épisodes. Et vraiment, j'ai eu tout. J'ai eu des épisodes où j'étais trop tendue ou trop à essayer de chercher à communiquer de la valeur pour vraiment contribuer et apporter le maximum d'informations, le maximum d'outils de compréhension. Et d'autres épisodes où j'étais vraiment, oh là, presque j'arrive les mains dans les poches, tu vois. Et, et en fait, ça a été une navigation. Et ça, c'était au cours de toute la saison. C'est pas juste entre l'épisode 1 et 5, mais c'est vraiment toute la saison, les 12 épisodes. Ça a été des tests à ce niveau-là. Mais pour ma part, je sais que les épisodes où j'étais le plus à l'aise sont plutôt les épisodes vers la fin, en fait. Parce que là, je me prenais plus trop la tête avec la technique. Le fait d'avoir bien travaillé dans la première partie de la saison, ça m'a donné quelques repères et ça m'a donné de la confiance pour pouvoir ensuite lâcher un peu plus prise par rapport au contenu, à la technique et me permettre à moi, au niveau de mon énergie, au niveau de ma présence, d'être là avec plus de fluidité, plus de simplicité et plus d'expressivité. Donc voilà, c'est cet équilibre entre plaisir, moi prendre plaisir à faire ces épisodes et de l'autre côté faire en sorte que ça puisse vraiment contribuer pour les personnes qui écoutent le podcast. Ça a été une réussite au niveau de mon mindset. Je trouvais un bon équilibre par rapport à ça. Autre réussite au niveau du mindset, c'est la gestion des challenges et des imprévus. Il y a eu pas mal de choses qui étaient complètement pas prévues, et notamment entre les épisodes 1 et 5, j'ai vraiment eu plein de problèmes que j'ai rencontrés parce que j'étais en train de découvrir comment créer un podcast, en fait. Et donc, j'avais vraiment plein de soucis techniques, de soucis en termes d'organisation, plein de choses comme ça que j'ai eu de manière condensée au tout début de la saison. Et je suis très contente de comment est-ce que j'ai pu gérer ça. Et ça montre aussi à quel point les outils que j'utilise ces dernières années pour travailler sur mon ancrage, sur ma gestion émotionnelle, sur la régulation de mon système nerveux, et également toutes les croyances ressources que j'ai développées sur moi-même et sur ce qui est possible ou pas pour moi. Tout ça est venu m'aider à vraiment vivre ces moments d'imprévu, de frustration, d'incertitude, avec un esprit beaucoup plus léger et du recul pour pouvoir réfléchir à ce qui se passe et prendre des bonnes décisions derrière pour pouvoir implémenter une amélioration. Il y a une phrase aussi, un mantra que j'avais dans ma tête qui est revenu plein de fois et que je te partage parce que franchement, ça, c'est quelque chose que je cultive depuis plusieurs années et c'est vraiment de la bombe. J'aime beaucoup. C'est simplement ce mantra que mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut fait que parfait. Si j'avais pas eu ce mantra en tête, je peux te dire que cet épisode et enfin cette saison et même énormément de choses que j'ai réalisées au cours de ces dernières années, je ne l'aurais juste simplement pas réalisé parce que
il y a une époque où j'étais d'un perfectionnisme immobilisant, quoi. Immobilisant et torturant, en fait. Donc, je suis très contente d'en être sortie et je sais que j'ai encore le souci de certaines choses parfois qui peut me prendre un peu plus de temps et tout ça, mais c'est quelque chose qui s'équilibre. C'est quelque chose qui s'équilibre. On peut vouloir performer, mais sans se bloquer, quoi. Il faut voir d'où ça part. Est-ce que ça part d'une énergie de joie, d'envie de faire des belles choses, de faire des choses de qualité, ou est-ce que ça part d'une peur des conséquences de si je fais pas assez bien? Et encore, entre les deux, entre la peur de ne pas faire assez bien et l'envie de faire des choses de qualité, il y a aussi la responsabilité, l'ancrage et la conscience que nos actions ont un impact dans ce monde et qu'en fonction du travail qu'on fait, bah oui, on a aussi une responsabilité. Moi, pour ma part, je sais que j'ai une responsabilité qui est assez importante au niveau des sujets que j'aborde, au niveau des personnes que je touche. C'est pas toujours évident d'anticiper, mais c'est pour ça que j'attends aussi d'avoir des retours. Ça m'intéresse de voir comment le podcast et les épisodes sont reçus, parce que je ne sais pas comment quelqu'un qui tombe sur un épisode sans contexte antérieur, comment cette personne-là va recevoir ce que je dis. Parfois, je dis des choses assez dures. Parfois, je dis des choses euh, très profondes qui peuvent déstabiliser, quoi. Et du coup, j'ai une responsabilité par rapport à ça. Et peut-être que c'est le cas aussi pour toi dans tes projets. Du coup, en fait, c'est un équilibre aussi au niveau de notre posture quand on est porteur d'un projet. C'est d'équilibrer entre l'envie de faire les choses bien, la peur des conséquences si c'est mal fait, et la responsabilité vis-à-vis du public qu'on touche et de ce que ça peut générer comme effet. Et aussi, quatrième chose, c'est le détachement, quoi. Et c'est le point, c'est aussi un point sur lequel je célèbre au niveau du mindset, c'est que au tout début de la saison, sur les 6 premiers épisodes, je dirais, j'avais vraiment un attachement émotionnel assez fort à ce que je créais. Une fois que l'épisode était posté, je le réécoutais et je sentais que dans cette réécoute, il y avait une recherche de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et ça, si tu es créateur de projet, je pense que ça va te parler aussi. C'est que, en fait, quand tu crées quelque chose, il y a plein de manières de critiquer de manière constructive ce que tu fais. Mais cette critique constructive, il faut bien qu'elle se positionne quelque part. Et ce positionnement, il va être influencé par tes valeurs, influencé par l'objectif, pourquoi tu fais les choses, influencé par les motivations de pourquoi est-ce que tu fais les choses, tes critères à toi de performance du projet, quels sont tes indicateurs de succès de ton projet, et peut-être que pour certains, ce ne sera pas les mêmes, et puis même d'un moment à un autre de ta vie, ce ne sera pas les mêmes. Actuellement, moi, mon critère de réussite, à la base, c'était juste de pouvoir sortir ces épisodes et d'en être relativement fier. C'était mon objectif à moi, déjà à l'étape où j'en suis, c'était au moins juste produire une première saison, quoi. Tout ce qui est de l'ordre de l'optimisation, de la visibilité, la communication autour, tout ça, j'ai fait le plus écologique possible par rapport à mes moyens, par rapport à mes ressources et mes limites. Le plus important, c'était de créer ces épisodes et de les promouvoir un minimum sur mon Instagram. Cela étant dit, j'avais d'autres attentes inconscientes vis-à-vis du contenu même de l'épisode, de l'énergie de ces épisodes, de ce petit univers que je suis en train de créer d'un épisode à l'autre dans le cadre de ce podcast. Et là, pour moi, c'était une découverte, c'était un accouchement, une naissance. Et du coup, j'avais pas encore de clarté au niveau de ce qui allait me faire dire que cet épisode est bien ou pas. Donc en fait, quand j'ai écouté de manière assez attachée et affectivement les premiers épisodes, en fait, je savais pas ce que je cherchais et j'attendais d'être rassurée. Et en fait, je l'étais jamais. Alors, j'étais contente de certaines choses, j'étais moins contente d'autres choses, mais il y avait une forme de doute et de stress inconscient et j'arrivais pas à mettre le doigt sur qu'est-ce que c'était en fait.
Et c'est, je crois, aux alentours du 6e épisode que j'ai capté qu'en fait, c'était simplement que je n'avais pas établi qu'est-ce qui faisait qu'un épisode était réussi ou pas, selon moi. Et j'aurais probablement pas pu le faire dès le premier épisode parce que je ne savais pas encore qu'est-ce qui allait se passer. En fait, c'était vraiment une découverte pour moi. Mais après avoir créé 6 épisodes, j'avais suffisamment d'expérience et les écoutes, les réécoutes aussi, m'ont permis de me faire une idée de qu'est-ce qui me gênait et qu'est-ce que j'appréciais dans le travail que je fournis. Et j'ai eu aussi des retours de votre part, notamment en message privé, qui m'ont vraiment apporté de la clarté aussi sur ce qui vous touchait, vous. Et donc ça m'a fait plaisir aussi, parce que ça m'a donné des indicateurs pour que ce podcast puisse contribuer aussi et apporter de la valeur. Et des fois, on est surpris de ce que les gens retiennent en face de nos projets, parce que c'est pas toujours ce sur quoi nous, on met le focus, mais ça nous permet de réestimer la valeur de ce qu'on produit et ça c'est vraiment inestimable. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont partagé leur retour et continuez s'il vous plaît, je vous adore. Merci pour ça, merci de prendre le temps pour me faire vos retours, c'est vraiment précieux pour moi. Donc du coup, après avoir fait ces expérimentations, après avoir ressenti qu'est-ce que j'aimais pas et qu'est-ce que les autres appréciaient dans les épisodes, eh bien, j'ai pu définir une liste de critères qui me va à moi, qui me font dire, moi, aujourd'hui, ce qui fait qu'un épisode est réussi, c'est parce qu'il y a ça, 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 et voilà. Et ce sont mes critères à moi. Et ça, en tant que porteur de projet, c'est important d'avoir des critères. Ces critères, ils peuvent être amenés à évoluer. Ils peuvent être amenés aussi à évoluer en fonction du terrain sur lequel toi tu produis tes projets. Parce que pour que tes projets existent dans le monde, tu es obligé de comprendre aussi le monde. Tu ne peux pas juste faire que 100% ce que tu veux. Tu as besoin d'être à l'écoute, d'être ouvert sur qu'est-ce qui est en dehors de toi, comment le monde relationne avec ton projet. Cela étant dit, au final, puisque c'est toi qui portes le projet, c'est important que ce soit toi qui valides les critères de performance. C'est ce qui va définir l'âme, l'identité de ce que toi tu fais. Et c'est ce qui va aussi te permettre d'être aligné dans le temps. À partir du moment où tu définis des critères de performance que tu possèdes, si je puis dire. C'est une expression qu'on utilise beaucoup en anglophonie, de own something. C'est tu possèdes le truc, en fait, tu en es propriétaire, quoi. Et quand tu en es propriétaire, ça veut dire que tu l'as intégré, ça veut dire que tu l'incarnes, en fait. Et ça, c'est indispensable selon moi pour faire durer un projet dans le temps. Tu dois incarner les valeurs et les indicateurs de succès de ton projet à toi. Tu ne peux pas dépendre du regard de quelqu'un d'autre pour développer ton projet. Si tu fais ton projet pour plaire à quelqu'un d'autre, tu peux te perdre en cours de route, en fait. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas vouloir plaire. Moi, ça me fait plaisir que mes épisodes plaisent. Ça me fait vraiment plaisir. Mais je les fais entre autres pour ça, pour apporter de la valeur, que les gens soient contents, que ça serve à quelque chose dans la vie des personnes qui écoutent. Que ça encourage aussi certaines à aller plus loin si c'est le moment pour elles, si c'est adapté pour elles, d'aller plus loin dans la possibilité de se transformer, notamment en travaillant avec moi ou même en travaillant avec d'autres personnes si ça les inspire. Mais je ne le fais pas pour le regard des autres. En fait, je me valide moi et ensuite, j'observe si en face, les personnes apprécient ce que je propose ou pas. Et j'apprends en fonction des retours. Je vais apprendre des retours et je vais apprendre à prendre en maturité et je vais apprendre à développer des aspects de moi et à prioriser certaines choses pour que ça fonctionne, que mon projet fonctionne en honorant les raisons, les motivations pour lesquelles je l'ai fait. Et ça, c'est ce qui permet du coup de se détacher de plus en plus d'une forme de pression, d'injonction qu'on se met par rapport à est-ce que c'est bien ou pas ce que je fais. Une fois que tu es au clair sur ce que tu veux faire et que tu t'auto-valides, là, tu peux te détendre et l'exécution est alors plus simple. C'est ce que j'ai vraiment ressenti à partir du 6e épisode. Je suis arrivée pour chaque nouveau tournage dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup moins prise de tête. Parce que je savais ce que je voulais, parce que je savais quels étaient mes critères à moi.
Et ça ne veut pas dire que je les coche à chaque fois, hein, mais au moins, j'étais plus en train de me poser la question de qu'est-ce qui fait que c'est bien ou pas. Je savais qu'est-ce que je voulais, quoi. J'avais ma vision. Et elle va continuer à s'améliorer. Avec le temps, elle va se préciser, s'affiner, évoluer. Mais voilà, en tant que porteur de projet, tu as besoin d'avoir ta vision, en fait. Ta vision sur différents éléments qui composent ton projet. Et c'est la condition pour que tu puisses t'auto-valider et te détendre et te détacher de la pression de est-ce que ça va être apprécié ou pas par les autres. Ensuite, je passe maintenant à l'aspect super technique. Toi, si tu as envie de faire des épisodes de podcast aussi, ça va t'inspirer. Et je vais aller assez vite sur cette partie-là parce que c'est celle qui est peut-être la moins transposable. Donc, je vais vraiment essayer de le faire en très rapide. En termes de technique, je suis très contente d'avoir choisi la plateforme Ocha pour propulser mes épisodes, de ceux qui sont tournés en audio. Parce que une de mes grandes résistances, c'était tout l'aspect technique, en fait, tout le fait d'uploader les choses, tout ça. Enfin, je me suis vraiment posée avec moi-même avant de commencer à produire les podcasts et je me suis demandé quelles sont les résistances que j'ai à réaliser ces épisodes. Et une des résistances, c'était la contrainte du temps, l'énergie. Clairement, passer beaucoup de temps à uploader des choses, ça me fatigue. Donc, j'ai préféré investir dans un service qui allait me permettre, en quelques clics, de poster sur plusieurs plateformes en même temps, et comme ça, rendre ça accessible au plus grand nombre, comme ça me tenait à cœur. Ensuite, deuxième plateforme que j'ai découvert à l'occasion de la création de ces podcasts, c'est Descript. Et Descript, c'est super parce que ça m'a permis de concilier deux choses. L'ambition que j'avais à pouvoir créer des épisodes où il y a des cuts dans mes temps de silence, parce que je peux te dire que j'en ai des longs temps de silence où je dis rien quand je suis en train d'enregistrer. Et il y a aussi les extraits que je poste sur YouTube et sur Instagram, des extraits de l'épisode. J'avais vraiment envie de pouvoir faire ça, concilier cette ambition et de l'autre côté la contrainte de temps, parce que j'ai pas énormément de temps non plus pour produire ces épisodes. Je préfère passer la plupart de mon temps à préparer le contenu d'épisode plutôt que à couper sur un logiciel et tout ça. Donc ça, c'était vraiment Descript, une belle découverte parce que ça facilite en fait la découpe en créant un transcript, un texte de la vidéo de manière automatique. Et du coup, je peux sélectionner les parties où ce que je dis est le plus intéressant et couper les zones. Et c'est tellement plus rapide, en fait, pour gérer le montage de la vidéo. J'ai vraiment fait le test dans une application classique de montage de vidéo à refaire tout l'épisode et couper comme ça au fur et à mesure. Ça me prend 2 à 3 fois plus de temps qu'avec des scripts. Donc vraiment, moi, ça fonctionne grave pour moi, cette plateforme. J'ai adoré. Ensuite, troisième chose par rapport à la technique, j'ai rencontré un énorme challenge à l'épisode 3. Mes fichiers n'arrêtaient pas de bugger et ils étaient abîmés en fait. Et ça ne m'était pas arrivé dans les deux épisodes précédents. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'était que j'avais trouvé un disque dur et ce dernier était malheureusement corrompu. Donc, il abîmait mes fichiers dès que je les transférais dessus. Et donc, ça a été un premier apprentissage. Attention, quand tu crées des contenus audiovisuels à l'espace de stockage dans lequel tu ranges, les disques durs peuvent être corrompus et donc abîmer les fichiers. Et donc bien vérifier à utiliser un disque dur qui est clean. Et de l'autre côté, j'ai aussi pu faire appel à un prestataire de service qui répare les fichiers vidéo. Et il a réussi à sauver 99% de la vidéo, c'est incroyable, sachant que pour moi, il y avait 75% qui n'étaient pas exploitables à l'origine. Donc, c'était quelques dizaines, vingtaines de dollars investis qui étaient bien, bien, bien récupérés derrière. Parce que j'avais vraiment passé 3 heures à tourner la même vidéo, quoi. Et au final, ça m'a évité de devoir le refaire une quatrième fois. Voilà, on va pouvoir passer à la partie amélioration. Mais si tu le souhaites déjà, n'hésite pas, comme d'habitude, comme je te le suggère, à mettre sur pause l'épisode et prendre un instant, toi, pour processer qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui peut s'appliquer pour toi vis-à-vis de tes projets, par rapport à tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent. Ok,
J'espère que tu as quelques pépites avec lesquelles tu peux repartir pour avancer avec plus de confiance dans tes projets. Un de mes plus gros challenges, c'est à voir avec l'organisation. Parce que toi-même, tu sais, si jamais tu as des troubles des fonctions exécutives, il peut y avoir des difficultés à s'organiser, se discipliner, passer à l'action, rester concentré, etc. Moi, un des soucis que j'apprends à réduire de plus en plus, c'est le fait de me retrouver débordée, avec une difficulté à anticiper le temps que prennent les choses et comment est-ce que je peux m'organiser en amont et faire le travail de préparation qui va faire que je vais pouvoir me sentir dans un rythme de croisière et pas à faire des sprints en fait pour terminer les choses, etc. Donc par rapport à l'amélioration de mon organisation, ça va toucher à la fois à mon mindset et à la fois à la technique. Déjà au niveau du mindset, je t'ai parlé dans l'épisode numéro 12 de la maison émotionnelle, c'est-à-dire les émotions qui sont stabilisées et qui sont à l'origine de notre manière de voir le monde et de nous comporter. Eh bien, l'émotion que je veux renforcer dans ma maison émotionnelle pour la saison 2, c'est l'émotion d'être prête, le fait de se sentir prête. Donc pour ça, je vais utiliser des musiques qui vont m'encourager par rapport au fait de me sentir prête, de savoir gérer les choses, d'être sereine tout en étant dans l'action. Je vais travailler aussi sur des croyances, parce qu'il doit y avoir un paquet de croyances encore que je n'ai pas déterré de ma construction passée, parce que ça, ces problèmes de désorganisation, ça a commencé très tôt dans ma vie, c'était dès le collège, et ça a pris des ampleurs après catastrophiques dans ma vie. Et vraiment, ça fait vraiment 2-3 ans que je focus vraiment sur l'amélioration de mon organisation, et ça m'a fait des miracles dans mon quotidien, ça change vraiment la donne, et j'ai envie de continuer là-dessus. Donc, je vais travailler sur s'il y a encore des croyances qui m'empêchent de me sentir prête, de me sentir capable de gérer certains projets, surtout quand ils se complexifient et qu'il y a différentes casquettes à avoir au sein d'un même projet. Évidemment, s'il y a des énergies traumatiques liées à ça, bah, ça va être l'occasion de les nettoyer, ça va être l'occasion de me réempouvoirer encore plus dans des zones de moi que j'ai peut-être pas encore réinvesties. Et ça, c'est vraiment le cœur du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne. Et c'est un travail que je fais avec moi-même aussi énormément en fait. C'est ce travail de nettoyage des traumas. Et en fait, les traumas sont, la plupart du temps, c'est des traumas qui sont insignifiants par rapport à ce qu'on se fait de l'idée de ce que c'est un trauma. La- le traumatisme dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très spectaculaire, euh, quelque chose de très concret qui peut toucher par exemple au corps physique, enfin voilà, un accident, la guerre, les violences physiques. Mais il y a énormément de traumas qui sont des traumas affectifs, qui sont des moments de vie où, dans l'interaction avec l'autre, ou l'absence d'interaction avec l'autre, notre système nerveux a buggé. Il a simplement disjoncté parce qu'il s'est retrouvé complètement impuissant dans l'incompréhension et seul face à la difficulté. Et ça, quand on est enfant, ado, dans un environnement familial ou éducationnel qui n'est pas adapté à nos besoins, eh bien, ça peut vraiment créer des marques sur des situations tout à fait ordinaires, en fait. C'est des violences ordinaires, c'est des négligences, des maltraitances ordinaires, et ils sont beaucoup plus courants chez les personnes qui ont des fonctionnements et des besoins divergents de la norme. Donc typiquement, les personnes qui sont HP, les personnes qui ont des troubles du spectre autistique, les personnes qui sont hypersensibles. Voilà, d'office, il y a plus de moments ou d'intensité dans ces moments de solitude, d'incompréhension et d'impuissance. Donc pour moi, ce travail de nettoyage des traumas, c'est le synonyme de l'empouvoirment personnel. C'est vraiment un des grands piliers de la capacité à développer son pouvoir personnel. C'est ça, c'est pouvoir réinvestir des mémoires qu'on a dans notre corps, corrélées à des moments où on a subi et on s'est senti complètement seul et impuissant. Et d'y mettre à la place de l'amour, de l'acceptation et de la résilience. Et vraiment, l'effet sur le déblocage des capacités et le fait d'avancer dans ces projets, grâce à cette méthode, est super, super courant. C'est vraiment quelque chose qui est quasi prévisible, en fait, hein, les déblocages suite à ce type de séance-là.
Maintenant, par rapport à l'organisation sur le plan technique, eh bien, ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir 2 à 3 épisodes d'avance. Parce que j'ai expérimenté ce que c'était de créer un épisode à l'avance et c'était trop cool. Mais alors ça n'a pas duré parce qu'il a suffi que, hop, un jour il y a eu un imprévu et puis tac, j'ai pas pu récupérer mon avance et je me suis retrouvée à faire les épisodes à quelques jours de la publication, voire le jour même de la publication. Et j'aimerais bien du coup expérimenter le fait d'avoir 2-3 épisodes d'avance. Ça me paraîtrait tellement plus serein et ça me permettrait aussi de mieux communiquer pour préparer les personnes qui me suivent à l'arrivée d'un nouvel épisode. Ensuite, une autre chose que j'aimerais améliorer, c'est de pouvoir aller encore plus dans la vulnérabilité. Parce que j'avoue, j'ai été assez pudique jusqu'à présent dans la création de ces épisodes. Et même ces dernières années, depuis 2-3 ans, je vois bien que dans mes publications, j'essaye d'apporter mon expertise, mes compréhensions en tant que professionnelle, mais j'ai beaucoup plus de pudeur à partager des expériences personnelles, des ressentis plus profonds qui sortent de ma casquette de thérapeute. Et ça, c'était des choses que je faisais beaucoup plus dans les premières années sur Instagram, parce que j'étais pas encore officiellement thérapeute. J'étais dans une forme de plus grande insouciance et d'apprentissage, et du coup, je l'assumais plus. Mais il faut savoir que même aujourd'hui, je suis toujours en train d'apprendre, en fait. Je crois que la vie, c'est un apprentissage continu et que tout ce qui touche au développement personnel, à la guérison des traumas, à l'empouvoirment, à la réalisation de soi, à la réalisation de projets, je crois qu'il y a toujours des choses à apprendre. Et en particulier dans un monde qui change aussi vite que le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc ça, j'aimerais pouvoir l'incarner plus, en fait. Et je sais pas comment ça va être reçu, et quelque part, ça me fait un peu peur. Parce que quand on est thérapeute, on est dans une posture où on s'efface pour que la personne qu'on suit prenne toute la place, en fait. Et la star des accompagnements que je propose, c'est la personne que j'accompagne. Parfois, je suis dans une posture de mentor et je transmets mon histoire et je transmets les choses, mais d'égal à égal, en fait. Je dis, voilà, je suis passée par là, je sais ce que c'est, ça n'engage que ma sensibilité à moi et mes valeurs à moi, mais voilà comment moi j'ai vécu les choses, voilà comment moi je ferais les choses. Et ça, c'est des choses que je fais aussi dans mes suivis individuels, en fait, et je le fais de plus en plus. Voilà, je jongle, parce que je fais de la formation aussi, du coup, et je jongle entre la casquette de thérapeute, formatrice, mentor, coach aussi. Et dans la création de contenu, j'ai aussi envie de pouvoir retrouver ce caractère cheminante, en fait. Je suis en train de cheminer. Et je pense qu'une des peurs que j'ai la plus importante, c'est que en partageant mon cheminement, que ça fasse de l'ombre aux personnes que j'accompagne, dans le sens que mon histoire, c'est mon histoire à moi Céline. Mais ton histoire, c'est la tienne, en fait. Et c'est pas parce que moi, je vis les choses d'une certaine manière, que je les ressens d'une certaine manière, ou que je les surmonte d'une certaine manière, que ça va être la bonne manière pour toi. Donc, j'ai pas envie de t'induire en erreur en partageant ça. Et en même temps, je sais que l'histoire de chaque être humain peut résonner avec d'autres aussi, surtout quand on a clarifié les types de profils et les types d'ambitions et valeurs qu'on a en commun. Donc, cet esprit de partage de ma propre histoire, elle s'inscrit aussi dans un élan que j'ai envie de développer davantage, qui est cet esprit de communauté. Ça, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur aussi avant, mais aujourd'hui, j'ai envie de l'assumer encore plus, parce que je crois que malgré nos différences et nos individualités propres, il y a aussi des expériences communes qu'on fait, et le fait de pouvoir les partager, et le fait de pouvoir les communiquer, fait qu'on se sent moins seul, et qu'on peut trouver aussi collectivement des solutions pour s'empouvoirer. Et au-delà de ma propre histoire, j'ai aussi envie de partager des éléments qui me touchent dans les histoires des personnes que je suis en accompagnement. Évidemment, dans la limite du cadre de confidentialité que je leur offre, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments très personnels qui rendraient trop distincts
le profil d'une personne, ces choses-là, je les efface. Ces choses-là, évidemment, je ne vais pas communiquer dessus. Mais il y a des moments de vie et des choses que je vois répétitivement, en fait, qui me touchent tellement. C'est un tel privilège de faire le travail que je fais. J'ai accès à l'intimité profonde des gens que j'accompagne. J'ai accès à une humanité extraordinaire dans ses failles comme dans ses forces. Et c'est là aussi où on voit à quel point les deux sont corrélés, quoi. C'est là où il n'y a pas de résilience sans difficulté, en fait. Et donc, cette part d'humanité, j'ai envie d'en parler, quoi. Parce que je te raconte pas le nombre de fois où je suis émue quasi aux larmes, en fait, quand j'assiste à l'évolution de mes clients et de mes clientes. C'est quelque chose d'absolument indescriptible. Et j'aimerais bien pouvoir le décrire. J'aimerais bien pouvoir t'en parler pour que ça t'inspire, pour que tu puisses te reconnaître toi aussi dans ces moments que tu vis. Parce que ces moments de résilience, ils ne sont pas que dans l'espace des thérapies, bien évidemment que tu en vis dans ton quotidien. Et j'ai envie que tu puisses voir ça. J'ai envie qu'on puisse célébrer ça ensemble, en fait. Célébrer cette humanité qui a des failles et qui en même temps se relève et qui apprend et qui aussi a des forces et des moments de grâce extraordinaires. J'ai envie qu'on puisse se faire une image de l'humanité beaucoup plus juste, en fait. Moins édulcorée et moins fantasmée, et en particulier à cette époque où, au niveau des réseaux sociaux, il y a une distorsion, en fait, de ce qui est représenté. On a l'impression que tout le monde va super bien et réussit tout, et alors que non, il y a aussi des challenges pour tout le monde, quoi. Et j'aimerais qu'on puisse voir l'ombre et la lumière et intégrer tout ça, intégrer notre humanité ensemble. Aussi, dernière amélioration, c'est que lors de la saison 1, j'avais annoncé à un moment donné que je ferais un épisode en collaboration avec quelqu'un sur un sujet en particulier. Et cet épisode-là n'est pas encore produit. Et ça, c'est juste lié à un souci d'agenda, en fait. On a failli se retrouver pour ça, mais on n'a pas pu le faire encore. Et du coup, bah, ce n'est que partie remise. Donc, dans la saison 2, j'ai aussi très à cœur de faire cet épisode de collaboration avec une personne qui sera invitée dans le podcast. Et en fonction de ce que ça vient m'inspirer, j'aimerais tellement inviter aussi d'autres personnes à s'exprimer dans le cadre d'Harmonisons. Parce qu'au fond, ça ne fait pas sens pour moi que je sois la seule à m'exprimer dans ce podcast, puisque il y a tellement de personnes qui participent à créer plus d'harmonie dans ce monde, tellement de personnes qui œuvrent à affiner le niveau de conscience, apporter plus de paix, plus d'unité, plus de bienveillance dans ce monde, à apporter aussi plus de puissance, plus de certitude, plus de moyens de faire face à nos challenges d'humains et aux challenges de la planète. Donc vraiment, ça me tient à cœur de faire participer d'autres belles âmes. Donc voilà pour moi, je sors de ce bilan avec plus de clarté, plus de satisfaction, sentiment d'accomplissement, de réalisation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des saisons à Harmonisons. Parce que je savais que ça allait me permettre de faire le point de manière régulière et d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Alors que si j'avais lancé le podcast et que je faisais les épisodes à la suite sans fin, ça m'aurait même mis mal à l'aise personnellement. J'aime bien les cycles. J'aime bien qu'il y ait une fin aux choses pour qu'on puisse débriefer et après repartir sur autre chose, quoi. Donc je suis très fière de cette première saison d'Harmonisons, très fière du chemin parcouru, très très heureuse des retours, très heureuse que ça puisse participer à la vie des personnes qui m'écoutent. N'hésite pas à me dire aussi ce que toi tu as pensé de cette première saison, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as trouvé super et qu'est-ce que tu sens qui pourrait être amélioré pour la suite. Ton avis est important et je serai très heureuse de le recevoir. N'hésite pas à prendre quelques notes aussi à la fin de cet épisode sur ce qui t'aura parlé et à l'appliquer à tes projets si c'est pertinent. Moi, je t'envoie énormément de force, énormément de soutien pour tes projets. Je suis convaincue que ça vaut le coup de lancer tous les projets qui te tiennent à cœur, de te donner
la chance de te réaliser, même si ça demande du courage, même si ça demande d'évoluer, de se reconstruire et d'apprendre à mieux se connaître aussi. Ce type de travail-là, ce travail sur soi et avec soi, ça n'a pas de prix. Et ce sera jamais une perte de temps. C'est ce qui donne de la saveur et de la profondeur à ta vie. Donc je te souhaite plein de succès et plein d'échecs et d'apprentissage aussi, puisqu'il n'y a pas de succès sans échec. Et je te dis à bientôt pour la saison 2 d'Harmonisons. Je t'embrasse.